si en tout cas, à travers ces trois premières réactions au sujet, je vois que la question de l'intériorité n'est pas saugrenue et cela me fait plaisir. Maintenant, il va peut-être s'agir de voir comment la relier au monde de l'action, au monde de l'entreprise, au monde des organisations, au monde des gouvernances et donc du monde extérieur. Et c'est un défi. Alors, je vais me situer rapidement par une petite rétrospective que je voudrais légère, mais quand même pour vous dire que j'ai hésité entre psycho et prépa HEC. Ça donne un peu le ton. J'ai été habitée à 17 ans par la question, mais comment faire pour permettre que des personnes s'épanouissent et travaillent ensemble et apportent une contribution bénéfique à la société et à l'environnement dans lequel elles se situent. J'étais très étonnée de me trouver seule à me poser cette question. Alors en 2017, je n'avais pas l'âge que j'ai et aujourd'hui, la question elle est quand même beaucoup plus largement partagée. Mais j'ai été bien étonnée de découvrir, et j'ai choisi finalement Subdeco, que cette question-là n'existait pas dans le discours des enseignants et très peu dans la préoccupation de mes camarades. Donc la question à laquelle nous tentions de répondre était quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent? Ça paraît banal, mais j'ai quand même envie de le dire parce que j'étais stupéfaite. Bon. Donc, j'ai eu à cœur d'aller voir un petit peu plus du côté des sciences humaines, surtout déjà des ressources humaines, puisque j'avais choisi la voie de l'entreprise. Et en ressources humaines, eh ben, réponse maigre. Comment on va le mieux optimiser les ressources humaines, comme les ressources naturelles l'étaient à l'époque, c'est-à-dire en les exploitant. Je caricature beaucoup parce qu'aujourd'hui, on peut le faire avec un peu de recul, mais honnêtement, c'est quand même ça que j'ai vécu. Bon, j'ai eu un parcours au démarrage très classique, ingénieur commercial, management, direction d'agence, puis directrice adjointe d'une école de marketing, où je formais des jeunes pour des métiers sur lesquels je ne voyais plus tellement le sens à un moment. Et du coup, je suis partie faire du conseil auprès de porteurs de projets innovants, qu'ils soient culturels ou sociaux, et parfois artistiques et éducatifs, et j'ai complètement ouvert mon champ. Et là, j'ai travaillé avec des équipes très motivées, avec des belles valeurs, et pourtant, j'ai vu aussi des drames humains, j'ai vu du gâchis de motivation, j'ai vu des dysfonctionnements, des manipulations, du harcèlement, et je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à fonctionner ensemble? Et là, je me suis dit, il faut que tu te formes, ça suffit, on ne va pas y aller juste avec le bon cœur. Il doit y avoir quand même des manières de fonctionner qui vont nous permettre de nous aider à nous y prendre pour mettre le facteur humain au cœur de nos processus de vie, de travail et d'évolution. Et je me suis donc consacrée pendant, ça continue, hein, vous savez, quand on fait ce genre de métier, ensuite, ça continue toujours, la formation continue, mais à partir de 2000, j'ai vraiment fait beaucoup. Autour d'abord de la communication non violente avec Marshall Rosenberg qui m'a ouverte aux dimensions de l'écoute et de l'écoute profonde, mais aussi de l'écoute apportée dans le champ social et managérial, avec le dialogue, la résolution des conflits et tout simplement la collaboration fondée sur la confiance. C'était énorme, mais je me rendais compte que ça n'abordait pas les sujets collectifs, les sujets de l'équipe, de toutes nos organisations humaines dans leur dimension globale et où je voyais qu'en fait, les principes que j'avais appris qui permettent l'émergence de solutions acceptables pour tous, qui nous permettent d'évoluer dans le respect de chacun, n'étaient pas pratiqués au niveau supérieur, au niveau global. Ils étaient pratiqués dans le dialogue par deux, éventuellement en médiation par trois, mais comment amener ça dans le champ de l'équipe de travail, de l'entreprise, de l'organisation, voire de la société. Et là, donc, je suis allée faire un tour du côté, et un tour très, très sérieux, parce que je n'aime pas faire les choses à moitié, du côté des gouvernances à l'époque déjà émergentes. Elles continuent de l'être, hein, ça met un petit peu de temps à se déployer. Pour autant, c'est bien sûr les dynamiques de participation, les gouvernances qu'on appelle, enfin, oui,
qu'on appelle parfois dynamiques aussi, parce qu'elles permettent d'avancer en marchant et de créer des formes nécessaires au fur et à mesure qu'elles émergent, plutôt que de les figer à l'avance. Et donc, il y a parmi elles la sociocratie, pour laquelle je me suis consacrée quand même un bon bout de temps à la formation, et l'holacratie également. Donc, voilà ces modèles que j'ai eu l'occasion de pratiquer moi-même, d'accompagner aussi des organisations avec, et de former certaines personnes dans leurs organisations et les mettre en place. Et là, je démarrais en parallèle la rencontre, j'avais vécu la rencontre avec Pierre Rabhi, grand homme que j'honore de ma pensée parce qu'il nous a quittés le 4 décembre dernier, au lancement d'un mouvement citoyen qui s'appelle le mouvement Colibri, et pour lequel j'ai eu la chance de pouvoir apporter ça avec toute la confiance de cette petite équipe de cofondation que nous avons créée, puisqu'il s'agissait de créer un mouvement citoyen qui n'entende pas seulement être mu par des belles idées, mais qui soit capable aussi de coopérer dans sa mise en œuvre. Donc, ça convoquait naturellement tout ce sur quoi j'étais en train de travailler, et j'ai eu un champ d'expérimentation et un laboratoire vivant pendant 10 ans, absolument extraordinaire. Et puis, en même temps, là comme ailleurs, je me suis rendu compte assez vite que les questions globales, quand elles sont... parce que j'avais cru à un moment que voilà, les gouvernances en cercle, dans lesquelles chacun a sa place, et puis avec des processus bien rodés, réglaient tout. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi générer beaucoup de souffrance et beaucoup d'errance si les personnes n'avaient pas la posture qui permettait de participer à une gouvernance justement dite participative et plus horizontale. Et pourquoi? Parce que l'être humain qui a été enseigné à l'école à obéir, à reproduire, à tenir un programme, à pas forcément prendre ses responsabilités et à écouter ce qui se passe en lui pour prendre position, n'est pas rompu ou disposé ou outillé pour pouvoir participer activement à une gouvernance collective participative. Et donc, ça m'a ramené à nouveau à l'individu, mais cette fois-ci en allant du côté de la psychothérapie, où j'ai découvert une approche que je partage avec une personne dans la salle ici, je lui fais un petit coucou, Valérie, qui s'appelle Internal Family Systems, une approche systémique créée par le docteur Richard Schwartz, et qui a mis en évidence à quel point l'être humain est multifacette, ce n'est pas une surprise pour beaucoup, j'espère, j'imagine, et que le paradoxe, l'ambivalence, le dilemme, les contradictions font partie de ce que c'est qu'être humain, et que pour autant, il y a un principe d'unité au cœur de cela, l'essence de chacun qu'on peut appeler comme on veut, le centre de l'être, le soi avec un grand S, que Jung avait déjà nommé comme tel, et que beaucoup de traditions anciennes de sagesse ou spirituelles avaient identifié, mais qui émergent aujourd'hui sous le regard attentif non seulement des psychothérapeutes, mais aussi des sciences humaines. Donc on y reviendra, parce qu'on commence à pouvoir documenter ce qui se passe dans un cerveau en état, et dans un cerveau d'ailleurs, et un cœur en état d'alignement et d'ouverture. Donc avant, il fallait être un peu croyant ou crédule pour pouvoir aller découvrir c'est quoi ce centre. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là, il me semble que c'est une question de société, de savoir est-ce que nous sommes capables d'aller chercher ce qui, chez l'être humain, va donner une chance à l'humanité. Et donc, j'arpente les sujets de l'accompagnement de l'individu, de l'équipe et des organisations avec cette triple vision, ce triple regard. J'ai une petite image que je vais partager maintenant. Donc, sur cette image, vous voyez finalement l'emboîtement de différentes sphères au sein desquelles nous évoluons. La sphère intime, d'abord, le je, la sphère de l'intrapersonnel que je situe au centre. Et ensuite, eh bien, grâce à ce jeu, nous sommes en relation, bien sûr, interpersonnelle avec des tu, d'autres, et nous collaborons à cet endroit-là, et nous dialoguons, et nous créons, bien sûr. Ce maillage de relations interpersonnelles va nous situer aussi dans
des collectifs d'appartenance variés, qu'ils soient sociaux, professionnels, familiaux. Et tout cela s'inclut dans un cercle encore plus vaste. Est-ce un cercle? Je ne sais pas, mais en tout cas, aussi bien la nature, la société, mais l'univers et le cosmos. Et j'ai fini par dessiner ce schéma que je mets en avant dans mes interventions, parce que je dis, je ne vois pas comment on pourrait travailler sur l'un des plans sans que les autres soient convoqués, parce qu'ils sont tous reliés les uns aux autres, et qu'en permanence, ils interagissent les uns avec les autres. Si je me lève de mauvaise humeur le matin, je ne crois pas que mes relations de collaboration vont forcément être faciles si je ne sais pas faire avec cette humeur. Si en revanche, je sais cultiver la confiance, je vais amener ça dans le champ de mes collaborations, dans le champ aussi de mes projets qui vont être dynamisés par la confiance et la vision qui va venir avec. Et je vais aussi être entraînant et susciter la motivation de ceux qui m'entourent et leur dynamisme. Et cette confiance-là, eh bien, elle répond peut-être aussi à une confiance plus vaste que je fais dans la vie, son sens, l'ordre dans tout ça. Et vice-versa. Si j'ai peu de confiance dans l'environnement, ça va venir impacter mon état intérieur. Donc, je ne vois pas trop comment aujourd'hui s'affranchir de considérer cet emboîtement dans lequel nous sommes inscrits. Et si nous regardons bien, eh bien, je me demande même qui sommes-nous? Est-ce que notre identité se définit par le contour du corps physique? Ou est-ce que nous pourrions définir notre identité comme étant un être qui sait rejoindre les autres par la conscience, le cœur, par l'imagination, par l'observation? Et voyez comment finalement nous sommes un être multidimensionnel et selon l'endroit où nous allons tourner notre attention, nous allons faire l'expérience soit d'une intériorité localisée, soit d'une conscience vaste qui peut se relier et rejoindre l'infinité de l'univers en incluant les êtres humains, les animaux, les végétaux. Donc voilà pour cet être multidimensionnel et évidemment ces dimensions sont rarement abordées ensemble dans les approches d'entreprise, même s'il y a beaucoup de tentatives que je salue. Pour autant, celui qui va travailler sur le coaching va souvent travailler sur donc, la zone individuelle. Les collaborations, on va travailler sur les méthodes de management. Dans l'organisationnel, on va travailler sur les systèmes d'information, les process. Et puis, dans l'universel, ben, on va renvoyer ça chacun à lui-même et au sens qu'il a envie de donner à sa vie et la vision qu'il a du monde. Et c'est aussi cette, comment dire, ce morcellement dans les approches qui existe aussi à l'université entre les approches, qui montre ses limites, là où nous avons besoin aujourd'hui d'approches pluridisciplinaires et qui se croisent. Alors, j'aimerais maintenant faire un petit tour du côté de l'évolution des organisations, parce que c'est ça que j'ai annoncé, tout simplement déjà, et donc vous dire que concernant ce qu'on peut observer dans l'évolution des organisations, c'est que la complexité augmente. Et encore plus depuis 2 ans, bien sûr, mais c'est quand même un phénomène qui était déjà largement observé, c'est que les organisations en général qui naviguaient avec un certain nombre de paramètres prévisibles et sur un mode d'anticipation, selon un paradigme qu'on peut appeler prévoir et contrôler, n'y arrivent plus. Donc, quand les changements s'accélèrent et que ce sur quoi vous aviez l'habitude de vous appuyer pour prendre des décisions glisse sous vos pieds, sous vos yeux, sous vos mains, c'est un peu plus difficile de fonctionner par objectif et de mettre tout le monde en ligne pour vivre des étapes qui vont être codifiées, mesurables, évaluées et donc contrôlées. Alors ça, j'imagine que je ne vous étonne pas trop en vous disant ça. Et j'aimerais faire une petite rétrospective rapide qui va nous permettre de traverser l'histoire depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui en 5 minutes pour voir où nous nous situons actuellement dans cette accélération de la complexité.
Et vous pourrez retrouver ce que je vais vous dire dans un ouvrage qui s'appelle L'intelligence collective, la révolution invisible, qui est en ligne, gratuit et accessible. Et donc, il dit que quand on parle d'intelligence collective, déjà, c'est la manière dont le vivant humain s'organise pour faire face aux défis qu'il rencontre et évoluer. Mais que ce mot-là mérite d'être divisé en 3 aspects. L'intelligence, la conscience et la sagesse. Alors, l'intelligence d'abord, et c'est souvent sous ce vocable-là qu'on va regrouper l'ensemble des 3, se définit par la capacité d'un groupe à prévoir un futur et à le réaliser. La conscience collective, eh bien, elle se qualifie par la capacité des membres de ce groupe à se sentir reliés, unis au sein d'un seul corps. Et les animaux ont pour beaucoup d'entre eux beaucoup plus de conscience collective que nous. Les êtres humains ayant développé l'individuation et l'individualisme aussi, mais il y a du bon dans l'individuation, la conscience de soi et d'être un être singulier, eh bien, c'est aussi déconnecté et a perdu cette conscience naturelle et foncière qui arrive avec la vie, avec le fait de naître, c'est que nous sommes foncièrement interdépendants. Et c'est ça la conscience collective. Et puis le 3e volet, c'est la sagesse collective, c'est la capacité à être inspirés ensemble. Si on appelle la sagesse, la capacité à recevoir les inspirations qui vont nous permettre de faire face à certains défis, même nouveaux, comme par exemple trouver les gestes justes pour venir en aide à une personne qui vient de faire un accident de voiture, peut-être on ne l'a pas appris. Et combien de personnes témoignent de trouver spontanément, sans savoir d'où ça leur vient, l'inspiration pour poser l'acte juste au bon moment. Et donc, en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent, et moi je fais partie de ces gens-là, c'est comment nous pourrions être plus inspirés ensemble, hein, comment nous pourrions inviter la sagesse aux commandes de nos organisations, parce que les défis auxquels nous faisons face, et qui sont bien sûr l'augmentation de la complexité, mais ça c'est plutôt un paramètre transversal, mais qui sont des défis écologiques, sociétaux, sanitaires, humains, ils sont conséquents, et donc ça va nous demander peut-être de nous transcender. Ces 3 définitions-là, eh bien, elles vont nous permettre d'observer les 3 grands temps de l'histoire de l'évolution des organisations et de l'intelligence collective à travers l'histoire, donc à travers le temps, en commençant par l'intelligence collective originelle. Et l'intelligence collective originelle, c'est celle qui prévaut dans les petits groupes. Et donc, dans les petits groupes, que ce soit les peuples premiers, donc la tribu, mais aussi les petits groupes aujourd'hui, à taille humaine, comme une start-up, une formation musicale de chambre ou une équipe de foot, fonctionnent sur ce mode-là, avec un certain nombre de qualités qui seront précieuses à retenir parce que ce sont celles qui permettent que cette intelligence collective originelle puisse se recréer quand nous en avons besoin. Et il se trouve qu'elle semble être assez indépassable en termes d'optimisation des ressources d'un groupe vivant. Donc, quelques qualités que je vais vous citer, chaque partie voit le tout, c'est ce qu'on appelle l'holoptisme. Donc, la conscience collective est développée par le fait que je vois à tout moment où est chacun et quel est le collectif ou la forme que nous composons ensemble. Elle est polymorphe, elle n'est pas figée dans une forme définie et elle sait s'adapter en fonction des défis à relever. C'est une organisation apprenante où les erreurs sont ramenées au centre comme des occasions d'apprendre ensemble ou d'innover. La loi du don y règne aussi, c'est-à-dire que chacun donne le meilleur de lui sans forcément être dans la comptabilisation de ce qu'il reçoit en échange, parce qu'il sait qu'il est nourri par le collectif. Et puis, les différents plans de l'être sont impliqués, c'est-à-dire que les rêves, les aspirations, les émotions, les intuitions sont convoquées aussi pour œuvrer ensemble. Et enfin, des choses un petit peu plus classiques, mais il y a un contrat social, c'est-à-dire des règles du jeu qui sont validées et si possible co-créées, et une intention partagée, une raison d'être qui nous relie.
Alors, cette forme-là, qui rend savoureuse les aventures de démarrage, je pense que créer XSHS a été une aventure fabuleuse. Quand on crée une association, un projet innovant, on est dans cette dynamique des commencements. Et il y a un dépassement de soi qui nous rend inarrêtables. Et puis, un moment où la distance et le nombre, qui sont les deux limites auxquelles va se confronter l'intelligence originelle, eh bien, vont nous demander de passer à une autre étape. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire avec l'invention de l'écriture, parce qu'en fait, dans l'intelligence collective originelle, notre outil de communication, notre technologie de communication, c'est le corps. Nous sommes physiquement présents, nous communiquons par notre non-verbal aussi bien que par notre voix, et tout cela n'est possible que si nous sommes en présentiel et à une distance, enfin, en synchrone. Donc, face à ces deux grandes limitations, eh bien, l'être humain a inventé l'écriture qui a permis de communiquer à distance et donc aller beaucoup plus loin avec un plus grand nombre et de manière asynchrone. Et nous avons vu naître la pyramide qui prévaut aujourd'hui dans toutes les grandes organisations. Je dis quasiment toutes parce que aujourd'hui, cette slide date, je l'ai prise à Jean-François Noubel, on est déjà passé dans une intelligence suivante. Pour autant, les grandes organisations sont encore en mode pyramidal et avec donc des caractéristiques qui sont bien connues de nous qui avons travaillé ou qui travaillons encore. D'abord parce que les gouvernements, les armées, les églises, l'éducation nationale fonctionnent aussi comme ça, et pas seulement les entreprises. Et les ONG aussi, les grandes ONG. Et donc en mode descendant, avec une perte de l'optisme, puisque nous ne pouvons pas tous tout voir à tout moment. Avec des standards et des normes qui sont descendants aussi, et puis avec un morcellement du travail et de l'information, et puis comment dire, un échange qui se met en place vraiment entre une mission et puis une rémunération qui vont faire partir la loi du don là, à cet endroit-là aussi. Et les limites de la pyramide sont au nombre de 3. Déjà, la limite de la complexité, parce qu'une organisation pyramidale doit forcément être organisée d'une manière claire et lisible pour tout le monde. Donc, changeante, c'est très compliqué si elle l'était. Donc, elle a du mal à s'adapter. La deuxième, c'est écologique, parce qu'elle doit créer des process pour faire des économies d'échelle et générer donc, à partir des intrants, générer de la valeur ajoutée, et les valeurs ajoutées se retrouvent en déchets. Et on se retrouve ensuite avec des déchets en intrants. Donc, tant qu'on n'a pas inventé le circuit circulaire, on bute avec la pyramide. Et puis, là aussi, la simplification des intrants amont, puisque c'est plus simple d'avoir les mêmes intrants pour pouvoir optimiser nos processus. Donc, on va simplifier tout ce qui est les céréales, donc la biodiversité végétale, mais aussi la biodiversité humaine, puisque on va créer des processus, par exemple, dans l'éducation nationale, qui vont essayer de faire avec des enfants, si possible, en imaginant qu'ils ont tous la même forme d'intelligence, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est aussi le paramètre humain qui arrive derrière en termes de limite de la forme pyramidale et de son intelligence collective, c'est qu'elle est frustrante au niveau humain dans la mesure où l'être et le faire sont dissociés et qu'on va laisser au vestiaire nos émotions, nos intuitions quand nous allons prendre un job bien souvent. Alors, sur ces limitations, eh bien, d'autres choses émergent depuis un moment déjà et que Jean-François Noubel lui appelle l'intelligence collective holomidale ou globale, qu'on peut symboliser par tous ces petits cercles mêlés les uns aux autres dans lesquels on peut se relier déjà dans la multi-appartenance. Je peux être dans un cercle passionné de botanique et en même temps dans un cercle qui est passionné de l'évolution des organisations. Et donc, on va retrouver des choses qui sont la multi-appartenance, des organisations distribuées avec des centres de décision aussi qui sont plus proches du terrain, des normes et des standards, mais qui sont plus co-créés et ascendants. Par exemple, Wikipédia est un exemple de ça, et parfois des intranets aussi d'entreprises qui permettent de faire émerger et monter la créativité.
Mais il y a aussi un certain nombre de limites. Pardon, la technologie, évidemment, ça va tellement de soi que je ne l'ai pas dit. La technologie, c'est les socialware, Internet et le numérique, qui permet de se relier à distance et en même temps de recréer des cercles. Voilà. Pour autant, cette forme d'organisation touche aussi des limites qui apparaissent depuis un moment. C'est le respect de l'intimité parce qu'on partage beaucoup d'informations sur le net. C'est le respect aussi des besoins naturels d'être ensemble et les besoins de connexion humaine. Parce que se voir derrière une caméra, c'est sympathique ce soir parce qu'on n'a pas le choix, mais à des moments, on a besoin de se toucher, de se parler, de se relier en tant qu'être humain vivant. Et cette version tout numérique ne le permet pas. Voilà. Alors, cette petite rétrospective pour nous montrer à nouveau que nous sommes devant des doubles limites. Les limites des pyramides, parce qu'il y a encore beaucoup d'organisations pyramidales aujourd'hui qui butent sur la complexité, l'écologie et le facteur humain, qui ne s'y retrouvent pas. Et puis les limites de cette nouvelle forme très numérique qui fait crier aussi un certain nombre de nos besoins humains fondamentaux. Et que donc, ça nous invite à choisir de nouveaux paradigmes de gouvernance et que j'ai envie de réunir sous le nom de sentir et s'ajuster en emboîtant le pas en cela à l'holacratie, qui, si je fais le rappel de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc propose de passer du paradigme prévoir et contrôler au paradigme sentir et s'ajuster. Alors déjà, il y a des mots nouveaux là, parce que sentir, ça veut dire qu'on ne va pas faire appel qu'au cognitif et qu'il va falloir faire appel à des dispositions qu'on n'a pas forcément complètement développées dans notre histoire, tout en continuant à utiliser le cognitif, le raisonnement, l'analyse de données. Mais il va falloir percevoir, et puis percevoir peut-être de manière multidimensionnelle aussi en même temps, ce qui se joue sur plusieurs niveaux. Et bien sûr, les ordinateurs se développent et on leur donne tellement de... Il y a beaucoup d'espoir fondé sur ce qu'ils peuvent rendre comme service, et heureusement. Et en même temps, bon, je ne vais pas vous cacher que j'espère de tout mon cœur que nous saurons faire la différence entre un humain et un ordinateur, et que, en tout cas, ce soir, c'est quand même l'idée, c'est de voir que sentir et s'ajuster, ça va faire appel à des capacités qui sont chez l'être humain et qui s'appellent la conscience, et qui s'appellent le corps, et qui s'appellent l'intuition, et qui s'appellent l'émerveillement, et qui s'appellent la connexion humaine. Et que donc tout ça appartienne au monde vivant. Et là, dans ma réflexion pour ce soir, je me suis dit, mais vraiment, le nouveau défi dans lequel nous sommes, c'est de retrouver comment fonctionner en tant qu'organisme vivant, en tant que collectif, mais aussi chacun de nous en tant que système vivant organique, emboîtés et reliés, bien sûr, les uns aux autres. Et donc, la théorie des systèmes va nous être très utile. Et j'ai regardé du côté des conditions sur lesquelles je travaille beaucoup quand j'accompagne une équipe, pour voir comment nous pouvons mettre en œuvre un certain nombre de ces caractéristiques qui permettent au système vivant de fonctionner de manière optimale. Alors, il y en a quelques-unes. Déjà, j'ai envie de faire un petit tour du côté de comment se constituent les systèmes dans la biologie. Et je pioche ça, c'est un être que je trouve très, comment dire, fascinant d'intelligence, tellement il sait faire le lien entre tellement de sujets. C'est Ken Wilber, notamment dans Une brève histoire du tout, que vous avez peut-être lu pour certains, et l'approche de la vision intégrale. Et donc, Ken Wilber explique que dans tout système vivant, en fait, il y a à la fois des parties et un tout, et que les holons, c'est ce qu'il appelle les holons, sont des parties d'un tout qui, en s'associant par le principe d'associativité, qui est naturel, eh bien, vont faire émerger un organisme de niveau de complexité supérieur avec des qualités émergentes. Et ces qualités émergentes sont propres au système.
le système émergent a plus de qualités que la somme des qualités des individus qui le composent. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut plus à plusieurs que tout seul. Hein. Déjà, dans l'évolution, c'est quand même ce qui s'est passé, puisque les quarks forment des atomes, les atomes forment des molécules, et les molécules forment des cellules qui forment des êtres vivants. Et nous sommes des êtres vivants qui sommes composés aussi de plusieurs organes qui œuvrent ensemble, Dieu soit loué. Et puis, ensuite, au sein d'une organisation, et si nous considérions que nous sommes aussi capables de constituer un organisme vivant plus intelligent parce que nous sommes ensemble que tout seuls. J'ai le souvenir d'avoir vécu et partagé un exercice qui s'appelle le jeu de la NASA dans mes études et qui nous mettait au défi de devoir établir une liste des 10 objets les plus utiles si nous partions dans l'espace pour survivre en cas d'avarie. Et nous étions par tablée de 5 à devoir faire ce classement dans un temps limité. Eh bien, quelle n'a pas été notre surprise, et c'était le but du jeu, de se rendre compte que les groupes qui avaient les meilleurs résultats, c'est-à-dire le classement optimal délivré par la NASA, n'était pas celui dans lequel il y avait le plus d'experts en termes de nombre, ni même en termes de degré d'expertise, mais les groupes qui avaient le mieux fonctionné. Fonctionner, ça veut dire qu'ils avaient échangé des informations, des avis, y compris divergents, qui s'étaient écoutés, et donc, en un mot, ils avaient coopéré. Et ça les avait rendus ensemble plus intelligents que tout seuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit émerger un des paramètres importants, c'est la capacité à coopérer. Et donc, à ouvrir notre curiosité pour interagir et fonctionner en mode inclusif et en faisant confiance que nous pouvons plus ensemble que tout seuls. Ce paramètre-là vient rejoindre le paramètre dans les conditions des systèmes vivants qui est, et que nous avons mentionné tout à l'heure comme étant l'une des caractéristiques de l'intelligence originelle, c'est l'interdépendance, la capacité à sentir que nous sommes reliés et donc la conscience collective. Aujourd'hui, à l'échelle globale sur la planète, il y a une femme qui développe beaucoup ça, que peut-être d'autres connaissent, c'est Joanna Macy, spécialiste des systèmes vivants et qui explique aussi que chacun des êtres humains au sein de notre humanité est conscient qu'il y a un petit souci sur la planète et il n'y a pas besoin forcément d'avoir toutes les informations. Bien sûr, il y en a, elles sont utiles, mais c'est comme un sens que nous avons et qui est tabouisé, selon elle. C'est ce qu'elle appelle le mal au monde. Avoir mal au monde est l'une des émotions les plus refoulées, parce qu'on nous dit qu'on est hypersensible quand on a mal au monde et quand on souffre parce que d'autres souffrent et n'ont pas ce qu'il leur faut dans leur assiette. Et pourtant, elle dit que ce mal au monde et cette capacité à se sentir relié au sein d'un tout plus vaste dont nous sommes absolument dépendants, c'est-à-dire que si la nature flanche, nous flanchons, eh bien, c'est au contraire une des grandes ressources de l'être humain. Donc, il s'agit de pouvoir réintégrer l'émotion comme étant un vecteur de résilience. Et c'est le cas aussi dans l'annonce d'une maladie grave, dans le processus du deuil. Ça ne suffit pas d'apprendre une maladie et puis de poser ensuite les actes de soins. Vous le savez tous pour avoir été, j'imagine, proche de personnes qui vont vivre ce chemin et vous-même l'avoir vécu, de la perte ou de l'annonce d'une grave maladie. Nous allons passer par différentes étapes qui supposent que nous les accueillons et que nous les traversons pour pouvoir arriver à un moment de pacification et d'acceptation où d'autres ressources que celles qui étaient disponibles au début, notamment en phase de révolte et de colère, où nous sommes plutôt pris par la révolte et la colère, que vraiment disposés à trouver des solutions innovantes. Donc, la théorie You, d'ailleurs, propose de vivre en collectif des processus, on pourrait parler quasiment de rituels, qui sont au-delà du cognitif, qui nous embarquent avec toute notre humanité pour aller faire face à un défi collectif et voir comment, à partir de notre humanité, reliée ensemble, nous pouvons y répondre.
il y a un dernier paramètre, parce que là, j'ai mentionné donc, un deuxième paramètre, c'est l'autodétermination. J'ai mentionné l'interdépendance et la conscience d'être relié. Il y a l'autodétermination. Pourquoi? Dans un système, eh bien, chaque holon est libre. Ça m'a paru bizarre que des quarks ou des atomes pouvaient être libres. Et apparemment, il n'y a aucun contrôle des éléments entre eux dans un système. Il y a juste une association, comme un appel à venir constituer un organisme de degré supérieur et qui suppose, et là je cite aussi Ken Wilber, que chaque holon soit dans son intégrité et soit sain pour pouvoir faire partie d'un organisme qui lui-même sera à son tour sain. Alors ça, c'est intéressant parce que si nous voulons des organismes vivants, alors ça suppose que chacun soit aussi respecté dans son intégrité, dans sa liberté de se positionner, de faire des choix, de s'exprimer. Évidemment, vous voyez à quel point l'intériorité va être à nouveau convoquée là, puisqu'elle est la condition de la liberté, de la possibilité aussi de s'exprimer et de dire oui ou non. Et cette capacité-là, eh bien, quand elle n'est pas présente, elle crée des pertes d'énergie, des contraintes et puis des agglomérats d'êtres humains qui ne sont pas dans un système, qui ne vivent pas un système vivant parce que les personnes se trouvent plutôt en mode défensif, en repli sur soi, plutôt qu'en mode expression, participation, coopération libre et généreuse et joyeuse. Donc l'autodétermination. Et puis, la troisième grande qualité des systèmes, eh bien, c'est qu'ils sont mus par quelque chose qui les inclut et les transcende. Et donc, une intention partagée ou une raison d'être, on appelle ça comme ça en entreprise, qui donne du sens. Évidemment, si on ne contrôle pas les individus et qu'ils ne sont pas obligés d'être là, alors il faut que la motivation soit interne et qu'ils puissent se relier à quelque chose qui eh bien, les mobilisent parce qu'ils peuvent relier leur propre raison d'être, peut-être, à la raison d'être de l'organisation qu'ils vont rejoindre. Et donc, ce facteur unificateur de la diversité va être très précieux dans un organisme et dans un système, c'est ce qui nous fait courir ensemble. On peut appeler ça aussi la vision partagée, mais ça suppose d'en avoir une. Évidemment, là, on va rejoindre le quatrième cercle. C'est quoi notre vision du monde? C'est quoi notre vision de la planète? C'est quoi notre vision d'une société humaine vivante? Et sans répondre ensemble à ces questions, il y a des degrés de collaboration qui ne vont pas forcément être possibles. Alors donc maintenant, eh bien, j'ai envie de passer à la question de qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour inviter ces trois grandes caractéristiques que sont la conscience de l'interdépendance, l'autodétermination ou la liberté, et puis l'intention partagée dans nos organisations et puis dans nos prises de décision et nos façons de piloter nos vies, nos projets et nos équipes. Voilà. Alors, j'ai mis en place, là, je fais une petite liste à l'après-vert et je vais voir ce qui vient surtout. Mais j'ai quand même envie de dire à quel point, dans mon accompagnement des personnes en individuel, je découvre que les ressources sont à l'intérieur. Et que peut-être parce que cette approche Internal Family Systems permet vraiment de mettre en évidence ce centre dont dispose chaque être humain, qui est un lieu en nous qui sait très bien quoi faire pour guérir, pour évoluer, pour se réguler et pour optimiser sa manière d'être dans le monde. Et pour avoir travaillé ensuite ou avant ou en parallèle avec des groupes qui se mettaient aussi à l'écoute de ce centre étant symboliquement l'âme d'un groupe ou ce qui émerge au milieu de nous et dont j'ai parlé tout à l'heure, ces qualités qui émergent parce que nous sommes ensemble mais qui ne se produisent pas parce que quand nous ne sommes pas ensemble, il semblerait qu'il y a aussi un centre là.
un centre impalpable, hein, immatériel, mais qui peut nous inspirer et que nous pouvons nourrir aussi. Et puis dans la relation interpersonnelle, là, si je reprends le cercle concentrique du intermédiaire, eh bien aussi entre deux personnes qui cherchent des chemins acceptables et puis des idées qui permettent de rejoindre les visions, il y a un centre à un endroit. Et ce centre-là, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment rejoindre ce centre et déjà peut-être le nommer objectivement, dire que cette subjectivité existe objectivement. Et que ce centre-là, eh bien, quand on le laisse faire, il semble disposer de ressources comme le calme. Je vous parle de mon expérience aussi là, de praticienne en IFS, de clarté, de courage, de créativité, de compassion, de connexion. Il se sent naturellement connecté à tout ce qui l'entoure. Donc, il n'y a pas, quand on se regarde à l'intérieur, on n'est pas en train de se regarder le nombril pour s'enfermer, on est plutôt en train de trouver un espace en nous qui se sait relier. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle. Et donc, toutes ces qualités-là qui sont naturellement en nous, nous n'avons pas forcément besoin d'aller les apprendre ou d'aller les chercher à l'extérieur, nous avons besoin de les rejoindre, de les laisser être. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Et que si ça pouvait nous aider à répondre à la question « Comment pourrions-nous être inspirés ensemble et prendre des décisions mues par la sagesse ?» Eh bien, si nous invitions ce centre de l'être humain qui est inaltérable, qui existe chez chacun, même chez les personnes les plus abîmées, nous le voyons en thérapie, derrière leurs blessures, eh bien, cette essence-là est intacte. Eh bien, si nous pouvions réunir et réveiller cet endroit chez chaque être humain, alors ça nous permettrait peut-être, ensemble, de relever des défis auxquels, peut-être, aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi à faire face. Comment? Eh bien, inviter le silence dans nos réunions de travail. Tout à l'heure, nous avons pris le temps de le faire de 3 minutes et je vois que plusieurs semblaient déjà habitués à ça. Et il y a des entreprises qui commence systématiquement par 1 ou 2 minutes de silence pour pouvoir faire un petit check-up, revenir à l'intérieur de soi, faire une petite météo émotionnelle et la partager. Ça permet d'inviter aussi nos préoccupations, mais aussi les dispositions de chacun à la table, parce qu'on va faire avec l'énergie humaine qu'elle a et pas avec seulement les compétences intellectuelles. Proposer des temps de respiration au sens propre et au figuré. Tout à l'heure, avec Michel, nous avons évoqué le fait que les pratiques orientales commencent depuis un moment déjà à travers le yoga, mais encore plus aujourd'hui à venir aussi dans le monde de l'entreprise avec la pleine conscience, avec des pratiques de respiration qui permettent d'optimiser le fonctionnement du système nerveux et du néocortex. Donc ça, je trouve que pour l'instant, c'est dans la sphère privée, mais la pleine conscience a quand même pas mal aujourd'hui touché les hôpitaux, bien sûr, hein, mais commence à rentrer en entreprise parce que les neurosciences montrent que quand on pratique la pleine conscience ou des respirations qui sont synchronisées avec le fait de descendre la tension dans le cœur, eh bien, toutes nos qualités sont optimisées. C'est fou, c'est fou. Il n'y a pas besoin de se brancher sur une prise, il y a besoin de respirer un petit peu et de se brancher sur l'oxygène et de descendre le cerveau dans le cœur un moment. Et ça peut prendre 2-3 minutes pour se syntoniser à cet endroit-là et s'harmoniser. Alors quand on le fait ensemble, eh bien aussi, on crée une autre capacité pour l'innovation. J'y reviendrai après. Pourquoi? Déjà parce qu'on va créer aussi de la sécurité. La sécurité relationnelle est très importante dans la collaboration parce que c'est grâce à elle que nous allons pouvoir nous autoriser à dire des choses qui pourraient, si elles étaient moquées, nous faire rejeter ou critiquer. Or, les plus grandes innovations sont souvent venues soit d'une erreur, soit de quelque chose qui est au début risible, et en tout cas tellement inhabituel pour l'esprit commun qu'on ne voit pas tellement l'intérêt. Donc,
savoir autoriser l'expression de choses farfelues, c'est précieux pour l'innovation ensemble. Ça permet aussi, je parlais de la sécurité relationnelle, d'éviter de se limiter au mode défensif. Quand nous nous exprimons juste avec l'espoir de ne pas être rejeté, de ne pas avoir de jugement, de ne pas faire de vagues, quand nous prenons des décisions en essayant d'éviter surtout les écueils, nous sommes dans un mode qu'on appelle réactif, dans lequel les cerveaux reptiliens et limbiques sont les deux qui sont les plus convoqués, qui sont les cerveaux de la sûreté, de la survie, et qui donc nous permettent, grâce à une bibliothèque qu'ils ont enregistrée depuis des milliers d'années, eh bien, de produire des comportements sûrs. Mais ce sont des comportements habituels. Ce n'est pas de cela que nous pouvons sortir des comportements innovants qui sont ceux inspirés par la sagesse dont nous parlons aujourd'hui. Donc, créer de la sécurité relationnelle va nous permettre de dépasser ces modes qu'on appelle défensifs en psychologie pour aller vers des modes plus créatifs. D'ailleurs, je trouve ça joli de voir que le mode défensif est un mode réactif, souvent, et bien que réactif et créatif sont des anagrammes l'un de l'autre. Et voilà, il suffit de changer une petite lettre et de respirer parfois pour passer en mode plus créatif. Ensuite, ça suppose de faire, de réinviter la sensibilité dans nos audiences, dans nos réunions, dans nos instances. La sensibilité permet de capter des signaux faibles. Quand on sait que si on avait observé que certains animaux fuyaient sur les côtes, près des côtes, on aurait pu prévoir des tsunamis. Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut être attentif à des micro-changements d'humeur, d'énergie, d'ambiance dans l'environnement qui vont nous permettre de nous ajuster assez rapidement. L'hypersensibilité est parfois vue comme un des dégâts collatéraux du haut potentiel intellectuel. Et si c'était l'inverse? Et si en fait le haut potentiel intellectuel venait du fait que nous sommes des hypersensibles? Et je vais vous montrer un livre que je vous recommande chaleureusement. Haute sensibilité, la voix des éclaireurs, de Marie-Reine Perron et Joël Etienne, qui ont analysé le phénomène du lien entre l'hyperefficacité intellectuelle et l'hypersensibilité, et ont mis en évidence qu'en fait, l'hypersensibilité vient avec un système, un dispositif neurosensoriel hyper développé qui fait que les hypersensibles captent beaucoup plus d'informations, donc forcément, leur cerveau se développe beaucoup plus de manière à pouvoir processer et traiter ces informations, et pas l'inverse. Donc, bienvenue à la sensibilité. La forme de pensée des hypersensibles, c'est la pensée en arborescence, c'est-à-dire que ça a l'air de partir dans tous les sens, mais en fait, ça fait des liens en permanence, et là, on retrouve les liens si utiles pour qu'un système fonctionne bien. De même que dans notre cerveau, nous savons que ce qui fait fonctionner le cerveau, ce sont les synapses. Et plus il y a de liens et de fonctionnement, de connexion entre les cerveaux, plus il y a une optimisation du cerveau. Donc, de la même manière, les êtres hypersensibles, ils nous forcent à faire des liens qu'on n'aurait pas forcément fait. Développer l'intelligence émotionnelle, on en a un petit peu parlé, mais là, je vois l'heure qui tourne et du coup, je crois que je vais tout dire. Voilà. Mais juste envie de dire quand même que savoir écouter les émotions nous permet d'avoir quelques repères simples. Est-ce que nous savons écouter notre joie et celle des autres? La joie est le oui de notre être intérieur. C'est un pétillement qui nous dit que là, nous sommes en phase avec l'élan de la vie et que ça a du goût et que ça a du sens. Quand nous sommes dans la tristesse et l'abattement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a vraiment perdu son sens. Et si c'est collectif, c'est problématique, ça ne peut pas durer. Quand nous sommes dans l'agitation, est-ce que nous pouvons observer que notre agitation, elle est probablement liée à une inquiétude latente, voire une peur, et que ça demande de ralentir à ce moment-là pour ne pas agir à partir du système défensif. Voilà pour prendre quelques exemples.
Et donc, comment aider tout cela? Eh bien, déjà, le vivre soi-même. Pourquoi? Parce qu'en tant que manager, en tant que consultant, en tant que membre d'une équipe, en tant que parent aussi, l'exemple n'est pas la meilleure façon d'apprendre, c'est la seule. Donc, modéliser est une des voies de donner des autorisations implicites. Si, en tant que manager, j'ose parler de mes émotions, j'ose parler de mes erreurs pour en faire des occasions d'apprendre ensemble, je vais libérer un certain nombre de comportements dans mon entourage. Et puis les autoriser explicitement en verbalisant quand il y a des choses que je trouve aidantes et mettre en place des processus qui vont aider tout ça. Donc les processus, je peux revenir dessus si vous avez envie d'entendre dans quelle direction chercher des processus collectifs, hein, des modes d'animation, des formations qui peuvent vous aider. Mais j'ai envie de finir par une petite conclusion qui nous invite à voir que nous avons le choix aujourd'hui de créer un être humain et une société qui nous correspondent et qui nous conviennent. Et donc, il me semble que c'est le moment de se demander justement, est-ce que nous voulons une société où l'humanité et la nature sont au cœur de nos préoccupations et nous utilisons la technologie à bon escient pour servir l'humain et pas l'inverse. Et donc, nous voulons contribuer à un développement de l'être humain qui ne soit pas seulement technologiquement augmenté, mais surtout consciemment augmenté par une reliance tête, cœur, esprit, et par l'émerveillement et par l'amour. Et je vais citer une phrase de mon ami Pierre Rabhi qui résume cela à merveille. Un être différent est à construire, un être de conscience et de compassion qui rendra hommage à la vie dont il est l'expression la plus élaborée, la plus subtile et la plus responsable.